Je ne sais pas si vous le voyez. Oui, C'est Ok, très parfait. Bon, donc déjà, je vais me présenter. Donc, Nassim Aïd Khelaifa. Je suis membre de l'association depuis un petit peu plus d'un an maintenant. Je suis rentré via la formation inspecteur. Donc voilà, j'ai réalisé cette étude-là l'année dernière dans le cadre de mon cursus en double diplôme ingénieur-architecte. Donc vous le verrez aujourd'hui, et puis c'est pour ça que je trouvais intéressant de le présenter. C'est une étude multidisciplinaire, pardon. Donc il n'y a pas que de l'ingénierie sismique. C'est pour ça que je trouvais intéressant de vous présenter ça aujourd'hui. Donc voilà, je vais vous parler des pagodes japonaises. Euh, hop, hop, et voilà. Euh, donc j'ai pu réaliser ça durant ma thèse de master que j'ai fait au Japon à Sendai, au sein de l'IRIDES. Donc c'est l'Institut de recherche international dans la science des catastrophes. Je ne sais pas si certains connaissent. Euh, Simplement pour l'historique, je pense que c'est important. C'est un institut qui a été créé à la suite du grand séisme de Tohoku, qui, comme vous le savez, a vraiment ravagé la côte est du Japon. Et donc, il y a eu, à la suite d'une demande gouvernementale, euh, ce- cet institut de recherche qui a été créé. Et puis, c'est un institut qui est vraiment interdisciplinaire, j'insiste là-dessus. On n'a pas que de l'ingénierie sismique, il y a vraiment tout un tas de départements et c'est là-bas que j'ai eu la chance de pouvoir faire ma thèse de master. Euh, Cette étude, elle prend source dans un constat que j'ai fait pendant mon passage au Japon. On est forcément soumis à... On prend conscience en fait du risque auquel on est exposé, hein, notamment sismique. Et puis en même temps, on a un patrimoine en bois qui est très riche et puis qui est millénaire, hein, notamment la pagode qui est juste ici, qui est le plus vieil édifice en bois au monde, qui a près de 1300 ans. Et donc il y a ce contraste, ce paradoxe un peu qui est venu me questionner. Et puis j'ai décidé du coup d'orienter cette thèse de master autour des pagodes japonaises et puis leur incroyable résistance, on va dire, face aux aléas. Donc, bon, je passe rapidement le Japon, comme vous le savez, c'est un territoire qui est très soumis à de nombreux aléas, hein, pas que sismiques, même si on a un séisme magnitude 4 tous les 8 heures en moyenne, hein, qui frappe l'archipel. Mais on a également des typhons, une activité volcanique très répétée, un risque de tsunami, un risque d'inondation aussi qui couvre la majorité du territoire, un climat un peu chaud et humide. Donc, on est vraiment sur une terre vulnérable, hein, on va qualifier. Euh, Rapidement, les pagodes japonaises, donc aujourd'hui on en a 22 qui sont pluricentenaires, qui nous restent. Euh, donc la plus vieille, c'est la pagode de Horyuji, qui est, euh, qui a près de 1300 ans, hein, qui a été construite au 7e siècle. Donc voilà, c'est un bâtiment qui est bouddhiste, en tout cas à l'origine, mais on va voir que ça va un petit peu dépasser cette fonction-là. Rapidement aussi, donc on est sur une structure symétrique, hein, ce qui a un avantage certain dans la résistance au séisme. C'est un bâtiment qui est de plein pied. En fait, il n'y a pas de circulation intérieure, on n'a pas accès aux étages. C'est pas vraiment des étages en fait. Euh, D'ailleurs, en japonais, on ne parle pas vraiment de pagode à 5 étages, mais plutôt pagode en 5 morceaux. Euh, c'est simplement pour une fonction religieuse où chaque étage représente un élément dans la religion bouddhiste. Enfin, voilà. On est sur des assemblages uniquement en tenon mortaise. On n'a presque pas d'éléments métalliques, seulement pour la couverture, selon les pagodes, mais en tout cas pour la structure, on est vraiment en tenon mortaise, donc plus avec des assemblages bois-bois, ce qui est assez particulier. Donc je disais, à l'origine, c'est un bâtiment bouddhiste, hein, mais très vite, ça va dépasser un petit peu ce cadre-là pour devenir un symbole de prestige d'abord, puisque c'est des édifices qui sont monumentaux, qui demandent une main-d'œuvre déjà qualifiée et puis des ressources aussi importantes. Et donc, très vite, on va commencer à construire des pagodes, même en dehors des temples bouddhistes, hein, dans des temples shinto ou même ailleurs. Et donc, on va vite un peu se détacher d'une certaine manière de la partie purement religieuse. Et puis encore aujourd'hui, hein, les pagodes japonaises, elles représentent un petit peu la culture japonaise. Sur les pubs Coca-Cola, quand il y en a au Japon, il y a toujours une pagode qui traîne un peu en arrière-plan. Et puis ça va quitter aussi cette dimension-là, et puis c'est un peu plus ce qui nous intéresse avec le mythe de l'invincibilité. Donc comme je le disais, les plus vieilles pagodes elles datent d'il y a presque 1400-1300 ans. Et pourtant, on n'a aucune trace d'une pagode qui a été détruite par un séisme, à tel point que donc, l'affiche que j'ai mis ici, qui est une très vieille affiche, suite à un séisme qui a été très très important, le texte il explique que le séisme a été tellement important qu'il a réussi à endommager
la pagode. Tellement elle avait cette image de très résistante au séisme, tellement le séisme a été important, il a réussi à l'endommager. Donc voilà, ça a vraiment su quitter cette dimension simplement bouddhiste. Donc la partie qui, je pense, va vous intéresser un petit peu plus, on va parler plutôt ingénierie sismique. Donc pour simplifier, on va prendre trois types d'assemblages. Donc le premier, c'est les Masugumi, qui sont ces assemblages très complexes avec des consoles qui marchent, enfin qui s'assemblent par boujons, voilà, qui sont un peu déportés, etc. Donc des assemblages très complexes, typiques de l'architecture bouddhiste japonaise, et pas que japonaise d'ailleurs. Ensuite, on a les poutres Nyuki, qui sont simplement des poutres traversantes, qui viennent se loger dans les colonnes. Et enfin, ça c'est aussi assez unique, on a des pieds de colonne qui sont simplement posés. Donc on a un simple assemblage par gravité, on n'a aucune limite mécanique, on va dire, pour bloquer la translation. Et puis, vous vous doutez, on le verra, ça a un impact crucial hein, sur le comportement sismique. Donc voilà, je passe rapidement là-dessus, malheureusement, mais avec une étude de l'état d'art, on arrive avec plus ou moins de simplification à avoir des lois de comportement pour chacun de ces assemblages-là. Donc notamment le Masugumi, par exemple, où on a une première déformation, et puis jusqu'à arriver à un moment où en fait on a une friction qui est due au jeu qu'on a en fait entre les goujons et les différents éléments, et donc on a cette pente, enfin cette pente nulle, avant de retourner en déformation ou le pied de colonne, où là on a presque un isolateur à friction, quoi. Enfin, bon, voilà, je ne rentre pas trop dans les détails. Simplement, j'ai pu prendre toutes ces lois de comportement et puis les implanter dans un modèle. Euh, j'ai simplifié une pagode japonaise, c'est très compliqué, près de 18 000 éléments, donc il a fallu faire énormément de simplification. Moi, je suis parti sur un modèle 2D sur OpenSeas, et donc j'ai modélisé ces lois de comportement que j'avais calculées pour chacun des nœuds, et puis pour pouvoir faire toutes mes analyses. Première analyse que j'ai pu faire, c'était une analyse pardon, de type pushover, donc avec une répartition latérale des charges. Donc, il y a plusieurs résultats intéressants. Donc, évidemment, on s'en doutait, on a un comportement qui est non linéaire. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que comme on n'a en fait pas de fixation entre la fondation et le reste de la structure, on a un glissement global de la structure qui intervient pour une inclinaison qui est plus faible que l'inclinaison ultime décrite par le code sismique. Donc ça, c'est un résultat qui est assez intéressant. On arrive en fait à déplacer complètement la pagode avant qu'on ait une inclinaison trop importante, je dirais. Donc si on analyse un peu plus précisément, on va dire, la raideur et l'évolution de la raideur pendant ce pushover, on voit que on a une séquence en fait qui se dessine. Ce qui va faire perdre beaucoup de rigidité, ça va être la rentrée dans le domaine non linéaire des poutres Nuki. Donc c'est vraiment ça qui va créer ces grandes pentes descendantes. Et puis on a par contre pour les Masugumi, comme on voit ici, simplement des pertes de rigidité seulement temporaires. Donc c'est ce que j'expliquais, c'est quand on va avoir cette friction due aux différents jeux. Là, on va perdre légèrement en rigidité, mais on va très vite la retrouver dès qu'on retrouve des déformations et puis un poinçonnement. Donc, et puis évidemment, une fois qu'on a les pieds de colonne qui rentrent, on a une force axiale assez importante, latérale, pardon, pour déplacer complètement la structure, bah, évidemment, là, on perd complètement la rigidité. Donc l'effet que ça va avoir, évidemment, c'est un allongement de la période propre. Et donc on va pouvoir, comme ça, très vite, en fait, sortir du domaine de résonance. Voilà, donc ensuite, j'ai pu faire une analyse dynamique en simulant un séisme de Kobe. Euh, voilà, pareil, je passe assez rapidement sur les résultats. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'on a un déplacement résiduel de presque 5 cm, et ce qui correspond en fait aux observations qu'on a pu avoir pendant des séismes majeurs, où on a l'ensemble de la structure qui s'est déplacée de quelques centimètres. Donc c'était un résultat aussi enfin, qui me permettait d'être aussi un peu plus en confiance. On a un déplacement interétage, je ne rentre pas dans le détail, c'est surtout pour des raisons en fait géométriques, mais on a presque un phénomène d'étage mou, donc où la majorité des déformations elles se concentrent au premier étage. Mais voilà, c'est surtout pour des raisons géométriques. Euh, Quand on analyse l'énergie dissipée par assemblage et par étage, évidemment, on voit que c'est le premier étage qui concentre la majorité de l'énergie qui a été dissipée, puisque c'est là qu'on a le plus de déformations.
Mais ce qui est aussi important à noter, c'est que les Masugumi qui ne faisaient pas perdre vraiment de rigidité et donc qui ne servaient pas à sortir du domaine de résonance, par contre, ils ont un effet qui est crucial dans la dissipation de l'énergie. Et ce que ça permet de dessiner, pour conclure, c'est qu'on a vraiment un système qui est hiérarchisé. Donc les Protoniki qui sont un peu le premier rempart, la première ligne de défense contre les tremblements de terre qui sont fréquents, donc avec une intensité assez modérée. C'est les premiers qui vont rentrer dans leur domaine de non-linéarité et qui vont du coup allonger la période propre. Et puis pour les séismes un peu plus violents, les Masugumi, ils vont jouer un rôle déterminant pour justement dissiper un maximum d'énergie. Et puis évidemment, bah, le glissement des poteaux, ça va permettre de limiter les forces transmises du sol au reste de la structure. Et donc on a vraiment un système qui est hiérarchisé et ça rappelle un petit peu les approches modernes, donc à l'exception de la rigidité évidemment, mais on a un petit peu des phénomènes d'isolation avec ces colonnes, alors qu'elles ont été développées principalement, on va dire, dans les années 90, où elles ont vraiment été popularisées. Et puis l'amortissement qui, lui, date de quelques décennies auparavant. En tout cas, je parle au Japon. Et, mais là, on parle quand même de pagodes qui sont millénaires et qui avaient quand même déjà ces principes-là. Et donc, c'était assez impressionnant. Euh, donc évidemment, cette étude-là, elle s'est faite pour une pagode, on va dire en bon état, mais comme je l'ai dit en introduction, on a un environnement qui est extrêmement exigeant. Donc déjà, avec une grosse activité sismique, ce qui fait que on a des séismes qui sont répétés et donc on a des déformations plastiques. Ici, on voit les goujons. Enfin, on se demande est-ce que le modèle il est encore valable en fait, avec des déformations plastiques aussi importantes. Est-ce que bah, tous les phénomènes que j'ai décrits plus tôt, est-ce que au bout d'une centaine, 200 ans, 300 ans peut-être, est-ce qu'ils sont encore d'actualité, quoi. Et puis également sur le climat au Japon, on a évidemment énormément d'humidité. Et donc, pareil, ici, une image d'archive où on voit bah, le pied de colonne, qu'est-ce qu'il peut reprendre encore comme effort, quel est son rôle dans la résistance sismique. Et on voit comme ça que ce que j'ai décrit et ce que j'ai analysé plus tôt, ça marche pour expliquer peut-être sur quelques centaines d'années la résistance sismique, mais pas sur le long terme, quoi. Et donc c'est là que rentre en compte enfin, qu'on commence à parler de restauration et que ça va prendre tout son sens. Donc ils ont une méthode de restauration très particulière où on va en fait démonter complètement l'ensemble de la structure. On va prendre chacun des éléments, le consigner, l'analyser, le remplacer s'il est défectueux. Et puis on va comme ça remonter à l'identique en utilisant les techniques traditionnelles et on va faire ce processus-là, c'est Kaitai Shuri, on les appelle. Donc, ces techniques de restauration-là, tous les 2 à 300 ans. Donc, évidemment, il y a quand même des maintenances régulières qui sont apportées, mais en tout cas, depuis leur création, il y a un millénaire, on a cette périodicité, comme ça, de renouvellement du bois, en fait, et de restauration. Euh, En fait, ce Kaitai Shuri, c'est bien plus que simplement en fait, renouveler des performances sismiques. Alors évidemment, c'est le cœur de cette présentation, mais j'attire votre attention sur le fait que c'est bien plus. En fait, c'est vraiment ancré dans la culture locale. J'ai pas le temps de développer aujourd'hui, mais c'est le cœur de l'étude en fait, hein, et de voir ça vraiment comme un acte de résilience. Donc le premier volet, ça va être la transmission du savoir. Ça paraît anecdotique, mais c'est vraiment via ces séances de restauration que on va voir la transmission de tout le savoir traditionnel. Comme je disais, on va refaire à l'identique en utilisant ces mêmes méthodes. Donc, de comment est-ce qu'on va abattre, comment est-ce qu'on choisit les essences d'arbres qu'on va abattre, comment est-ce qu'on les met en œuvre, etc., etc. Donc, c'est vraiment le moment pour la transmission du savoir qui est millénaire. Euh, donc ça, c'est le premier volet. On a évidemment, c'est le meilleur moment pour adapter le bâtiment. Aujourd'hui, il nous sert, par exemple, à les mettre aux normes de manière pour la sécurité incendie. Profiter, pardon, de ce démontage complet pour apporter quelques modifications. Mais c'était déjà le cas, hein, il y a plusieurs centaines d'années où on voit sur des pagodes qui sont pourtant très anciennes des méthodes de construction plus modernes, hein, et donc, ça a toujours été vraiment l'occasion, on va dire, d'adapter et de rendre encore plus résistant le bâtiment. Et puis le dernier volet qui est crucial, lui aussi, c'est celui de la cohésion sociale, qui est vraiment au cœur en fait de la lutte
contre les risques au Japon. Pareil, il faudrait presque une présentation entière pour en parler de manière exhaustive ou même pas. Mais voilà, c'est vraiment au cœur de la lutte dans la réduction des risques au Japon. Donc voilà, pour conclure, ce qu'on a vu, c'est qu'on avait un bâtiment bouddhiste qui est très vite devenu culturel et puis symbolique. Euh, on a une conception qui est structurellement efficace d'un point de vue parasismique. Mais on a vu aussi que sans entretien, bah, cette conception ingénieuse, bah, elle avait plus vraiment d'utilité avec les dégradations. Et donc, le Kaitai Shuri, donc cette restauration qui vient agir comme un acte de résilience, pardon. Donc, ce qu'on voit en fait, c'est un symbole d'architecture parasismique. Donc, l'architecture parasismique, c'est vraiment euh, quand on est à la mêlée entre une conception architecturale et l'ingénierie sismique. C'est pas simplement mettre un bâtiment aux normes d'un point de vue sismique, c'est vraiment intégrer dès le début cette notion de résistance et ouais, de résistance sismique. Et en fait, les pagodes, elles sont bien plus que des bâtiments résistants, résilients. Ils ont été créés par les séismes et pour les séismes. Et donc voilà, ça, c'est sur ça que je vais m'arrêter aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, bah, si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. J'espère que j'ai pas été trop long. Merci, Nassim. Merci à vous. Pour la présentation, ouais, c'est très intéressant comme sujet. Du coup, le patrimoine et puis voir un petit peu comment ça se comporte et comment est-ce que euh, c'est enfin, tout ce qui est résilience, mais Mhm. via en fait la, la réparation en fait au fur et à Mhm. mesure, ce Ouais, qui est un concept un peu différent de ce qu'on peut voir aujourd'hui. Alors en tout à fait, fait. il y a des questions déjà en ligne. Il y a une question de Didier qui se pose la question, est-ce qu'il y a eu des travaux expérimentaux qui ont été faits? Oui, oui, peut-être je veux juste préciser, hein, Oui. l'année dernière, quand j'ai rencontré Pierre Smars à Taïwan, dont il m'a parlé des travaux, en particulier de l'université de Bath, des travaux expérimentaux sur les structures en bois de Taïwan, en particulier de l'assemblage dont tu as parlé, Mhm. en partie supérieure, quoi. Donc il y a eu des travaux expérimentaux, il y a aussi des calculs non linéaires qui ont été faits. Donc c'était pour savoir enfin, si tu avais utilisé en partie ces résultats bah, pour la validation ou pas, parce que Mhm. j'avais trouvé ça extrêmement intéressant et merci encore pour la présentation. Voilà. Merci beaucoup. Oui, alors l'avantage pour certains de ces assemblages, c'est qu'ils sont utilisés de manière générale dans l'architecture bouddhiste et donc aussi chinoise. Donc, en fait, le bouddhisme est arrivé via la Chine. Et donc, on retrouve des éléments typiques de l'architecture bouddhiste chinoise dans ces éléments de pagode japonaise. Et donc, ça m'a aussi facilité pendant mes recherches dans la littérature. J'ai pu utiliser des études qui avaient été faites, notamment justement les Masugumi. Euh, alors, il me semble pas avoir utilisé de résultats de cette université-là précisément, mais en tout cas, pour les Masugumi, j'ai utilisé des résultats expérimentaux, en effet, qui avaient été menés, mais il me semble que c'était en Chine, dans l'université. Ouais, je saurais plus le dire, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais en tout cas, il me semble pas à Taïwan. Mais en tout cas, oui, j'ai pu me servir de ça. Les pagodes japonaises, c'est reconnu depuis longtemps comme très résistant au séisme, et pourtant, je trouve qu'il n'y a pas énormément d'études qui a été faites, ou en tout cas qui analysaient seulement à chaque fois une partie, un assemblage typique. Il n'y avait pas encore d'études qui voyaient d'un peu plus loin. C'est ce que j'ai essayé de faire alors sur une thèse de master, hein, donc on est sur une recherche assez limitée, mais c'était le but, voilà, de remettre un peu en question aussi cette résistance sismique purement structurelle d'un point de vue purement ingénierie, et puis de la remettre en perspective avec bah, les techniques de restauration et de voir que l'un sans l'autre ne marche pas, qu'en fait, si on a des assemblages en tenons-mortaise
ça nous permet d'avoir des bonnes résistances sismiques, et en même temps, ça nous permet de pouvoir démonter la structure. Et en fait, on voit que tout est lié et qu'on ne peut pas traiter simplement la résistance sismique d'un point de vue purement ingénierie, ce qui me fait des fois un peu mal à mon cerveau d'ingénieur et ma formation. Mais en fait, l'objectif, ouais, c'est de montrer que tout est lié et qu'on peut pas et qu'il faut avoir une vision d'ensemble. Je me suis sorti un peu de la question, mais en tout cas, merci pour la question. Merci Nassim. Peut-être qu'on peut passer à Caroline qui lève la main et après on revient aux questions sur le chat. Oui, désolée. En fait, moi, j'avais une question plus instrumentation. Est-ce que certaines pagodes ont déjà été instrumentées pour vérifier effectivement si les lois de comportement pouvaient être calées par rapport à un comportement plus réaliste Il y a par des des, données de mesure? Mhm. Il y a des travaux qui sont en cours. Là aussi, en fait, la complexité, c'est de trouver des travaux accessibles. Donc, je sais qu'il y a des travaux qui sont en cours auxquels j'ai pas pu avoir accès. Après, il y a des mesures qui sont faites, notamment dans beaucoup de pagodes, on arrive à avoir la période de résonance naturelle. Donc, il y a quand même des expérimentations qui sont faites. Il me semble pas avoir vu passer de papier sur des instruments de mesure qui ont été installés et qui ont subi un séisme. En tout cas, pas encore. Je sais qu'il y en a qui ont été installés, mais on n'a pas eu de séisme majeur en fait depuis. Assez de vibrations, on va dire, pour justement mesurer cette fréquence naturelle. Mais j'ai pas vu passer de papier en tout cas là-dessus pour l'instant. Mais je sais que ça devrait arriver. Parce que nous, en la PAV, on a un système de capteurs qui nous permet de déterminer les modes propres d'un ouvrage en l'état actuel, sans sollicitation, justement. Ouais, Donc, ça pour le coup, oui. Peut-être pas la plupart, mais sur beaucoup de pagodes, ça a été fait, ouais. De pouvoir les premiers modes. Ça, oui, ça a pu être fait, mais soumis à un séisme, en tout cas, il me semble pas avoir vu passer le papier. ok, ça marche, merci. Merci en tout cas. Merci Caroline. Alors du coup, il y avait une question de Sarah sur est-ce que tes recherches ont été publiées dans un article en ligne du coup pour avoir plus de détails sur tes simulations. Non, ça n'a pas été publié. C'est vrai que je voulais le faire. J'ai été un peu pris par le temps aussi. Donc, j'ai présenté ces travaux-là à mon université il y a quelques mois maintenant. On n'a pas parlé de publier pour l'instant, en tout cas pas dans une revue. Si jamais je dois le rendre public, je pense que ce sera plutôt sur mon LinkedIn privé. En tout cas, c'est ce que j'ai prévu. Et puis, si jamais il y a des gens qui sont intéressés, oui, ils peuvent m'envoyer un message et puis je pourrais leur envoyer le papier. Donc, il fait une cinquantaine de pages, ce qui est relativement court parce que, vous l'aurez compris, il y a vraiment beaucoup de différents domaines qui sont cités. Donc, mais en tout cas, avec plaisir, j'ai aucun problème à le partager. Et puis, je pense le mettre en ligne sur LinkedIn d'ici quelques temps. Pour l'instant, il est en anglais et je voulais le mettre en français aussi, pour être très honnête. Et c'est ça qui m'a un peu repoussé à le publier pour l'instant. Merci. Ensuite, il y avait une question sur en fait, si les assemblages que tu as utilisés, c'était des assemblages qui correspondaient aux maisons japonaises traditionnelles. Je pense que oui. Du Alors, coup, certains, oui, surtout donc les poutres Nuki, ce que je montrais. Tac, je peux vous montrer même, par exemple, l'image que j'ai utilisée pour la présentation d'aujourd'hui, celle-ci, elle vient pas d'une pagode, elle vient de ce qui est ou ce qui était, je pense que c'est encore la plus grande structure en bois du monde, qui était à Osaka, que j'ai eu l'occasion de visiter aussi pour l'exposition universelle. Donc, cet assemblage-là, par exemple, il est utilisé dans les maisons traditionnelles, mais encore aujourd'hui, hein, il est utilisé et on le voit avec donc, cet ouvrage de Su Fujimoto. Mais le reste, pour les Masugumi notamment, c'est pas le cas. Après, je sais qu'il y a des maisons qui, oui, en effet, sont aussi posées par gravité, enfin assemblées par gravité seulement, et qu'on parle vraiment de fixation au sol. Mais c'est de plus en plus rare, parce que le code sismique japonais impose d'avoir une fixation rigide. Et c'est d'ailleurs pour ça que les pagodes japonaises, elles peuvent pas être considérées comme des bâtiments publics. Elles sont classées pour échapper justement à cette norme en tant que alors, je ne sais plus comment ce serait quoi l'intitulé exact, mais on va dire des ouvrages comme les panneaux de signalisation, comme ce genre de choses, simplement pour pouvoir échapper à cette norme-là. Mais donc,
les maisons modernes reprennent plus du tout ce genre d'assemblage, excepté les poutres gnocchi. Merci. Du coup, il y avait aussi une question sur l'accès aux mémoires de la part de Shaima et du coup, qui vous a transmis son email pour que vous Ok, très puissiez bien. lui transférer Ouais, votre parfait. mémoire. Krishna, elle avait une question. Est-ce que vous savez s'ils utilisent des outils comme de l'instrumentation pour connaître le comportement réel en cas de séisme? Si oui, ces résultats vous ont-ils servi? C'est Donc, Tu as déjà répondu tout à ouais, l'heure. ouais, c'est ça. Ouais, Oui. tout à fait. complètement. Donc c'est effectivement une question qui euh, Sinon, Didier a proposé un groupe de travail de ouais, AFPS qui Ouais, si vous, concerne spécifiquement sur le monument historique. ouais, si vous voulez, je Didier? peux le dire deux Oui. mots. Surtout, Oui. n'hésitez pas, parce que ce genre, à participer à ces groupes de travail. Ces travaux, par exemple, rentreraient très bien dans le cadre du groupe de travail sur les monuments historiques. Mhm. Il y a un groupe de travail aussi sur les relations pour aider la FPS dans ses relations avec les organismes étrangers. Là, on parle du Japon. Ouais. Donc c'est aussi lié aux missions posismiques. Donc surtout, n'hésitez pas à intégrer les différents sous-groupes de ces groupes de travail. En tant Ouais. qu'adhérent, vous avez juste qu'à demander à les intégrer, quoi. Et puis, je voulais aussi mentionner la collaboration que on commence à avoir avec Bouclier Bleu sur le patrimoine, qui est une association comme la FPS agréée sécurité civile aussi sur le diagnostic d'urgence. On est un peu cousins et je pense qu'il y a des choses qui vont sortir de ça, quoi. Voilà. Et il y a eu dans le passé plusieurs journées techniques aussi sur le patrimoine, bon, plutôt en maçonnerie. Voilà, Mhm. et on a des spécialistes du bois, dont en particulier Paul Quistin, qui lors de la prochaine Assemblée générale va présenter tous les travaux qu'il a pu faire sur le bois. Il est dans les groupes normatifs et je pense qu'il serait très intéressé par vos travaux, quoi. Voilà. Ouais, bah, je note tout ça. Ouais, je pense que même pour moi, hein, ça serait super intéressant de pouvoir intégrer ces groupes-là, c'est sûr. Voilà. Et puis Pierre Smars, qui est membre de la FPS, qui est prof à Taïwan et qui est spécialiste des monuments historiques. Voilà. Donc, Ok, bah, je note son nom. Merci beaucoup. merci pour cette première présentation. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non? Du coup, on vous remercie, Nassim, pour Merci votre à vous de m'avoir écouté. présentation. Donc, Merci Paul beaucoup. Henry est malheureusement malade, donc il ne pourra pas présenter aujourd'hui. Et du coup, on va passer à la troisième présentation qui était initialement prévue, celle de Joya. On vous écoute, Joya. Ouais, Vous avez la main. bonjour, je partage mon écran. Bonjour. Oui. Vous On voit voyez? bien dans le plan. Ok. Oui. Alors, ma Oui, c'est tout présentation bon. va être en anglais. Good morning, everyone. So my name is Joya Al-Hatte, a third-year PhD student at Serema and ISNR. The title of my presentation will be Towards a Correction of Downhole to Eurocode 8 Reference Rock Outcrop Ground Motion for KickNet Considering Nonlinear Soil Behavior. To help you understand this title, I will start by a brief introduction to explain why I did this work. So as we all know, this is an earthquake on a fault that led to ground motion and high intensity that caused significant damage close to the epicenter. And this damages attenuate with distance. But due to site effects, as topographic site effects and lithological site effect, we can see some damages. In my work, I'm interested in lithological site effects. So it's the modification of seismic waves by the geological configuration of the site. So in this figure, we see the sedimentary basin with several seismic sensors on the surface with the response during an earthquake that happened in Greece. And it's clear that close to the rock, we see a lower acceleration of the response of the sensor
than the one in the middle of the basin. But the site effects doesn't only depend on geological configurations of the sites, but also it depends on the seismic incident seismic motion, its angle of incidence, and more importantly, the intensity that can influence how the soil behave and can lead to nonlinear soil behavior. So what is the nonlinear soil behavior? So in geotechnical laboratory tests, as we all know that every type of soil under a certain stress reach its maximum strength and it behave in a nonlinearity by a reduction of shear modulus as the shear strain increase, and also an increase of damping. These nonlinear effects are shown in in the site response in real data by the amplification versus the frequency. So in here we see a site response of weak motions at a station, and in the gray, and the black curve is a site response to a strong event, a strong earthquake. And as we can see that the black curve is shifted towards low frequencies and attenuated at high frequencies. So the shift of resonance frequency has a direct link to the shear modulus reduction, and the attenuation of at high frequencies of a strong movement has a direct link to the damping increase. But this nonlinearity was not introduced in the Eurocode 8 till now, as we can see that the response spectra depends on the soil classes that depends only on the VS30. So nonlinearity is not taken into account. But in the next Eurocode 8 that will be out in 2027, two parameters will be used instead of the peak ground acceleration at the rock, which are the S alpha RP, which is the soil acceleration at the plateau of the response spectra at a certain period, and S beta RP, which is the soil acceleration at a period equal 1 second. These parameters are used in the function to calculate the acceleration of the response spectra with F alpha, which is the amplification coefficient. This amplification coefficient, these parameters reduce here this amplification parameters, this amplification coefficient, and so it's take into account the nonlinearity. But these parameters were calculated numerically based on Pitilakis et al. In 2019. So my objective is to propose an amplification function applied to response spectra to take into account empirically site effects and nonlinearity using strong motions, because these the numerical models were tested by Paolucci et al. In 2021, but using weak motions. So to do this, I'm gonna use the KICKNAC database in Japan, which consists of 697 stations. Each has a sensor on the surface and a sensor on the downhole. Both record an earthquake at the same time, and from these recordings we can calculate the site response I showed you in frequency domain, which is the ratio between surface and downhole sensor. But however, these site response are not comparable from one station to another because each station has its own reference. As we can see here in this figure, the shear wave velocity profile for some sites, we see that each site has different downhole depths and different shear wave velocity.
And here we come to my title before of this presentation, is to correct the downhole ground motion into a common outcrop reference used in Eurocode 8 to be able to compare this site amplification with each other using some site response parameters. So now, as I explained why I did that, I'm gonna show you how I did that. So as I mentioned that in KickNet database, we have surface sensor and downhole sensor. And this sensor, downhole sensor, doesn't only have the input ground motion, but also it has the downgoing wave. And I want to get rid of this. So the first step is to correct this recordings here to a site and I will correct it from free surface and downgoing wave effects. And then I'm gonna deconvolve this site to a common and very deep and virtual site C at 8 kilometers with 3,600 meters per second. Deep enough and stiff enough so can I make sure that all the downhole sensors can go down to C. And then the third and last step is to reconvolve from C to an outcrop site D with a VS30 of 8 meters per second, as defined as in Eurocode 8. And between these three sites, B, C, C, and D, I have to a shear wave velocity profiles is required. So these generic profiles can be defined using different methods. One based on Coton et al. In 2006, one based on Boer in 2016, and a third method, which is a combined approach between the two methods depending on the VS30 range. So here I will show you the site response with the three reference. So the black curves is the site response between A and B. And here we have the constructive interference with the destructive interference. So the ratio between them give a high amplification. When I corrected the destructive interference comes from the downgoing wave that I corrected in BC. So when I corrected this downgoing wave, I have in the red curve a de-amplification of the site response. And last, between between A and D, I have these three curves that each color depends on the method of the generic profiles I used. And here also we can see a more de-amplification of the site response. For the sensitivity test for the methods here I showed here, we can see that the generic profile method doesn't influence that much the outcrop site response in both sites. But for the VS30, I did a test to change to vary the VS30. So I used VS30 equal 800 meters per second because this is what it was defined in the Eurocode 8. But in some other building codes, there's other VS30. So the test showed that as the VS30 of the reference site increases from blue to yellow, the outcrop reference site becomes stiffer. So the contrast of impedance becomes higher, and that is shown here by the increase of amplitude. So as the VS30 increase, the amplitude of the site response increases. Now, as I did for here I did it for the weak motions only. I calculated this with the same method, the strong motion response. And again, we can see that with the sensitivity test of the outcrop of the generic the shear wave generic profile, it gives similar curves, and all curves are in each other standard deviation.
So this is the strong motion site response between A and D. And we can see clearly the nonlinear effects, the frequency shift towards lower frequencies, and the reduction amplification at high frequencies. So to recap, we had a reference for each site at KickNet with different depths and shear wave velocity. And I want to correct it, to correct D to from B to D while doing a sensitivity analysis with a different method for defining generic shear wave velocity. And with at the end, I choose to use the third method, the combined method between the two methods. So the next steps will be to calculate the outcropped ground motion here from the surface ground motion, to calculate this response spectra from this new outcrop ground motion, and to propose at the end the amplification function to apply it to the response spectra. Thank you so much. If anyone has any question. Merci pour la présentation. C'est très intéressant, surtout c'est lié cette présentation. Il s'agit d'une étude concerne la nouvelle génération de l'Eurocode 8. On n'a pas de questions dans la conversation. Pour moi, j'ai une petite question plutôt pour ma curiosité. Alors, il y a Je pense il y a une main Didier levée. a... Oui, ah oui, d'accord. Deux Non, mains il y levées, a- deux mains levées. Très bien, il- Didier, je te il est à laisse. Rennes, peut-être avant Rennes, je parlerai après, quoi. Ok, bah Rennes, si. Bonjour à tous. Merci Jaya pour la présentation. J'ai une question concernant la déconvolution que vous avez réalisée jusqu'à 8 km. Donc, pourquoi 8 km et comment vous avez réalisé cette déconvolution? Voilà. Là. Ici. 8 km car on va descendre very, very deep. This side doesn't exist. So I just wanted to go very, very deep. And already in Bura and Junior 1997, the generic profile goes down to 8 kilometer and the VS of 3,600 meters. So it was easier to go to this type of this site. This site. And the convolution was numerically calculated. It was numerically. It was 1D here, between here and here. It was using Thomson Ascal method. But doesn't it introduce more uncertainties because, like, we don't know the profile that well, it's numerical. 8 kilometers, and maybe some uncertainties would be introducing them numerically. Yeah, we know. Yeah, okay. There is you. some uncertainties. Thank you. No, the question I have from my side is, will you present your work at the next European conference in Berlin or Yes. in Istanbul? Okay. Yeah, Okay. ECE. Yes. Okay, I am asking this question because there is a paper presented by some colleague from IFMIF Donus. This is a facility that will be built in Granada, in the south of Spain, regarding exactly this topic. Okay, so maybe we can meet and exchange on that. I can present this person because the site chosen for IFMIF Donus, yes, has quite a big amplification. Okay, thanks. Thank you. And do not forget to send abstract for the French colloque in Avignon, le colloque en 2027, le colloque national. Bientôt, on va ouvrir les portes. Surtout, n'oubliez pas d'envoyer vos abstracts et de demander à vos supérieurs là, de prévoir une émission pour cette conférence qui a lieu l'année prochaine au mois de mai. Quoi. Voilà. Merci encore pour la présentation ainsi que les questions posées. C'est un sujet très intéressant.
peut-être on peut passer pour la prochaine présentation Alors, de... oui. Et la prochaine présentation, donc c'est Hussein Osman. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Donc, vous pouvez partager votre écran. Le voyez? Oui, là, on voit le Teams pour Oh, l'instant. Oui, c'est bon. Voilà. Parfait. Donc c'est bon. oui, Oui, très bien. Donc bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci d'être présent aujourd'hui. Je m'appelle Hussein Osman. Je suis docteur en génie civil, spécialisé en géotechnique. Il y a 7 mois, j'ai terminé ma thèse de doctorat à l'École centrale de Lyon, au laboratoire LTDS, sous la supervision d'Éric Vincent, Nathanaël Saval et Stéphane Mons. Donc aujourd'hui, dans le cadre de cette présentation, on va s'occuper d'une partie intéressante de ma thèse intitulée Facteurs de comportement pour le dimensionnement sismique des murs de soutènement en pierre sèche. Donc je commence tout de suite avec une courte introduction sur des murs de soutènement en pierre sèche. Tout d'abord, qu'est-ce que veut dire la pierre sèche? La pierre sèche, c'est une technique constructive qui consiste à assembler des pierres à la main sans liant pour construire une structure. Le mur de soutènement constitue une application majeure de cette technique et par le passé, cette technique a été utilisée pour créer des terrasses agricoles, comme montré dans la première figure, ou pour aménager les réseaux routiers sur les versants montagneux, comme montré dans la deuxième figure. Par contre, aujourd'hui, nous avons plusieurs défis concernant la préservation du patrimoine en raison de son mauvais état, comme montré dans cette figure de cette diapo. Donc, c'est pourquoi notre recherche vise à maintenir ce patrimoine ancien. Alors, passons au contexte et problématiques de ce travail. Dans les régions exposées aux aléas sismiques, une conception particulière est nécessaire pour le mur du soutènement. Et l'Eurocode 8 propose une approche simplifiée pour le dimensionnement sismique du mur de soutènement, et c'est l'approche pseudostatique. Donc, par contre, cette approche est considérée conservative, donc c'est pourquoi il nécessite la définition du coefficient de comportement. Et par le passé, des études précédentes ont proposé un coefficient de comportement pour le mur de soutènement en pierre sèche de 1,5 à partir de signaux synthétiques. Donc, c'est pourquoi notre recherche vise à réévaluer ce coefficient de comportement à partir de séismes réels pour obtenir une estimation plus précise. Je passe à la méthodologie. Donc, le mur étudié dans ce travail a été pris de la littérature, des expériences réalisées par un Sophie Colas en 2009. Donc là, dans cette diapo, nous avons l'image du mur et nous avons une coupe avec l'ensemble des propriétés géométriques du mur. Et enfin, nous avons une vue de face avec la longueur du mur de 4 mètres. Donc, lors de cette diapo, je vous montre le modèle numérique. Donc, il se compose du mur, du remblai et l'interface entre le mur et le remblai. Et toutes les simulations numériques ont été menées avec une approche 3D mixte discrète continue, discrète pour le mur et continue pour le remblai, en utilisant le logiciel 3D développé par Itasca. Donc, après avoir adapté le modèle numérique, une analyse pseudostatique recommandée par l'Eurocode 8 a été menée pour déterminer la résistance pseudostatique du système mur-remblai. Donc, c'est-à-dire le mur a été incliné jusqu'à atteindre la rupture. Et puis, une analyse dynamique a été réalisée pour déterminer l'accélération maximale acceptable.
Et l'accélération maximale acceptable, c'est l'accélération que le mur peut supporter dans un calcul dynamique vrai. Et là, dans sa diapo en bas, nous avons un signal sismique réel de notre base de données. Et donc, finalement, un coefficient de comportement global pour des murs de soudement en pierre sèche a été déterminé. Et donc, c'est un ratio entre l'accélération dynamique et l'accélération pseudostatique. Maintenant, je commence à parler sur les signaux sismiques réels utilisés dans ce travail. Donc, 25 signaux réels issus de la base ressource ont été utilisés. Donc, leur magnitude se comprise entre 5,5 et 6,5. La distance épicentrale est comprise entre 0 et 20 km. Le PGA se compris entre 0,15 et 0,3 G. Et finalement, leur fréquence centrale se comprise entre 1,3 et 12,2 Hz. Donc, en bas, nous avons deux signaux différents. Et le tableau en bas illustre leurs propriétés telles que la fréquence centrale, le PGA, l'intensité Arias et la durée de la phase forte. Et donc, dans ce tableau, vous voyez que leurs propriétés sont radicalement différentes, ce qui montre la richesse de notre base de données. Maintenant, je vous présente la méthodologie pour déterminer le coefficient de comportement global. Donc, d'abord, l'accélération du signal a été augmentée jusqu'à atteindre la rupture du système mur-remblai. Et la question qui se pose là est la suivante. Est-ce que le facteur d'amplification ou désamplification conserve le sens physique du signal? Et la réponse est tout simplement non, à condition que ce facteur reste dans un intervalle raisonnable, donc entre 0,5 et 2. Par contre, le mur utilisé dans cette étude a été initialement surdimensionné, donc ce que veut dire il nécessite une forte amplification supérieure à 2 pour atteindre la rupture. Donc c'est pourquoi on a décidé de réduire la résistance du système mur-remblai en réduisant l'angle de frottement interne du talus de 35,7 degrés à 25 degrés. Donc, qui permet de limiter le facteur d'amplification ou désamplification à la plage raisonnable. Donc, après avoir adapté cet aspect, une analyse pseudostatique a été menée pour trouver la résistance pseudostatique et une valeur de 0,044 G a été trouvée. Et ensuite, une analyse dynamique vraie a été menée en utilisant 9 signaux valides, ce que veut dire le facteur d'amplification a été limité à la plage raisonnable. Et ce tableau illustre leurs propriétés. Et aussi, à la fin, nous avons le facteur d'amplification, le coefficient de comportement global obtenu. Donc, pour conclure, en utilisant 9 signaux valides, un coefficient de comportement entre 0,2 et 8,4 a été trouvé. Donc, à ce stade, la question qui se pose, est-ce qu'il y a une dépendance du coefficient de comportement global sur les propriétés du système? Donc, ce que veut dire quelles propriétés peuvent-elles influencer les résultats? Et donc, dans ce tableau, nous avons l'ensemble des paramètres qui peuvent influencer les résultats. Donc, nous avons les paramètres mécaniques, physiques, géométriques du mur et du remblai. Par contre, dans notre étude, on a décidé d'étudier uniquement l'influence de ces paramètres présentés dans ce tableau parce que pour deux raisons. La première raison, c'est que dans l'Eurocode 8, uniquement les propriétés du remblai, et notamment l'angle de frottement interne, a été pris en compte pour proposer le coefficient de comportement. Et la deuxième raison, on a décidé
de prendre en compte autres paramètres physiques et géométriques du mur du remblai pour vérifier leur influence limitée sur le coefficient de comportement global. Donc, je commence avec l'influence de l'angle de frottement interne du talus sur le coefficient de comportement. Donc, pour cette étude, deux cas ont été étudiés. Le premier avec un angle de frottement de 37,7 degrés, correspond au remblai granulaire dense, et le deuxième avec un angle de frottement de 25 degrés, correspond au remblai plus faible. Donc, trois calculs avec trois événements valides ont été menés pour chaque cas et les résultats sont illustrés dans ce tableau. Donc, on constate que le coefficient de comportement global augmente quand l'angle de frottement interne diminue. Et pour conclure, un coefficient de comportement de 2 a été retenu pour le mur de soutement pierre sèche comme une valeur conservative et ce qui est cohérente avec le cadre de l'Eurocode 8. Je passe à l'influence de la cohésion du talus. Donc, pour cette étude, 3 cas ont été étudiés, 0, 2 et 5 KPA. Et donc, pour chaque cas, 5 calculs avec 5 événements valides ont été menés. Et donc, les résultats sont présentés dans ce tableau. Et vous voyez que l'angle de frottement, vous voyez que le coefficient de comportement global diminue quand la cohésion dans le talus augmente. Et pour conclure, un coefficient de comportement de 2 reste valide et conservatif pour des murs de soutenement en pierre sèche. On a également étudié l'influence de la pente du talus sur le coefficient de comportement. Donc là, deux cas ont été étudiés, un talus horizontal et un talus incliné avec une pente de 15 degrés. Donc, pour cette étude, un angle de frottement de 25 degrés et une cohésion de 5 kPa ont été retenus pour le remblai. Donc, ce sont les conditions les plus défavorables pour le remblai. Donc, deux cas ont été étudiés, deux calculs avec des événements valides ont été menés pour chaque cas. Et en bas, nous avons le modèle numérique pour chaque cas. Donc, pour le talus horizontal et pour le talus incliné. Et pour le cas du talus incliné, vous voyez que la profondeur du remblai a été étendue pour garantir que la surface de rupture n'atteint pas le fond du remblai. Et donc aussi, vous voyez la grande différence entre le temps des calculs entre le deux cas. Donc, le temps des calculs pour le talus horizontal est 2 jours, mais le talus incliné nécessite 10 jours pour obtenir un résultat. Donc, les résultats sont illustrés dans ce tableau. Pour l'influence de la pente du talus, on a constaté un faible impact sur le coefficient de comportement global. Et donc, pour conclure, un coefficient de comportement global de 2 reste valide et conservatif pour le mur de soutenement en pierre sèche, ce qui est compatible avec le cadre de l'Eurocode 8. Et pour des pentes plus élevées, supérieures à 15 degrés, un coefficient de comportement plus faible peut être nécessaire. Donc, on a également étudié l'influence du type des pierres sur le coefficient de comportement. Donc là, dans cette diapo, dans ce tableau, nous avons les propriétés mécaniques et physiques pour 3 types de pierres. Donc le schiste, le calcaire, le molasse. Et dans notre étude, on a décidé de faire une comparaison entre le schiste et le molasse. Donc, deux calculs avec deux événements différents ont été menés pour chaque cas et les résultats sont illustrés dans le premier tableau. Donc, on a constaté une faible impact de type Despierres sur le coefficient de comportement global. Donc, les résultats sont à peu près pareils.
Et finalement, je vous présente l'influence de l'élancement du mur sur les résultats, sur le coefficient de comportement. L'élancement, c'est la hauteur du mur sur la largeur du mur. Et donc, deux cas ont été étudiés. Donc, toutes les simulations numériques précédentes ont été menées avec un élancement de 3,6. Et dans cette étude, on a décidé d'étudier un autre cas avec un élancement de 3. Et donc, des calculs avec des événements ont été menés pour chaque cas et les résultats sont illustrés dans ce tableau. Donc, aussi pour l'élancement, on a constaté une influence limitée sur le coefficient de comportement global. Et donc, finalement, pour conclure, un coefficient de comportement global de 2 reste valide et conservatif pour le mur de soutènement en pierre sèche. Maintenant, je vais terminer avec les conclusions. Donc, des séismes réels conduisent à des coefficients de comportement global supérieurs à ceux obtenus avec des signaux synthétiques. Aussi, un coefficient de comportement global est principalement contrôlé par les caractéristiques mécaniques du remblai, et notamment l'angle de frottement et la cohésion. Et enfin, un coefficient de comportement de 2 est considéré comme une valeur conservative recommandée pour des murs de soutènement en pierre sèche. Et cette valeur est compatible avec le cadre de l'Eurocode 8. Merci pour votre attention. Merci Hussein pour la présentation. Du coup, je vais peut-être commencer par poser quelques questions. Euh, du coup, sur ton approche numérique, tu t'es basé sur une approche mixte et pas une Oui, approche seulement éléments finis ou DEM seulement. C'est quoi oui, l'intérêt d'utiliser cette approche mixte et pas une approche soit FEM, soit DEM seulement? d'accord. En fait, on a utilisé une approche mixte discrète continue, en fait, pour bien représenter euh, le remblai comme un milieu continu et pour représenter les pierres du mur comme des milieux discrets. Donc, pour D'accord. bien représenter les interfaces, les contacts entre les pierres du mur. Donc, c'est pourquoi on a utilisé cette approche mixte discrète continue. D'accord. Et du coup, bah, justement, le contact les pierres se fait comment numériquement? C'est quoi comme loi de contact qui est utilisée? D'accord. En fait, pour les contacts entre les pierres du mur et aussi pour les contacts entre le mur et le remblai, on a utilisé une loi élastique linéaire avec le critère de Coulomb pour le glissement. D'accord. Et finalement, vos simulations numériques, vous les avez un peu comparées à de l'XP pour validation ou pas du tout? Euh, Pour valider le modèle numérique, oui, oui, tout à fait. Donc, en fait, le modèle numérique a été validé à partir d'expériences réalisées par un ancien doctorant. Donc, il avait fait des expériences pseudostatiques et aussi des expériences dynamiques sur une table vibrante, mais à échelle réduite. d'accord. Et très bien. Et du coup, ma question aussi, parce qu'au début, quand tu as présenté, tu parlais de signaux synthétiques versus des signaux réels. Et en fait, finalement, ce coefficient que vous trouvez avec les signaux réels et avec les signaux synthétiques n'est pas le même. Comment est-ce que tu expliques que ce soit différent, en fait, que le fait d'utiliser des signaux synthétiques ou des signaux réels change en fait la donne en termes de résultats sur le coefficient de D'accord. comportement? En fait, ça dépend vachement sur les propriétés des signaux. Donc, c'est-à-dire, ça dépend sur le contenu fréquentiel
des signaux. Donc, pour les signaux synthétiques, ils ont utilisé des signaux avec une fréquence autour de 5 Hertz et avec un PGA à peu près 0,3 G. Et aussi, ça dépend sur le forme des signaux synthétiques. Donc, pour les signaux synthétiques, ils ont utilisé des signaux synthétiques avec une face ascendante linéaire et une face descendante aussi linéaire. Donc, mais pour les signaux réels, donc il y a vraiment cette influence de la forme des signaux et aussi pour le contenu fréquentiel et aussi pour la durée de la phase forte et aussi pour le PGA lui-même. Donc, il y a cette différence entre les deux qui conduit à une valeur de coefficient de comportement différent. D'accord. Merci pour tes réponses. Yusian, tu avais des questions aussi à poser? Oui, j'aimerais bien poser une ou deux questions si tu me permets, si on a le temps. Oui, bien sûr. Oui, Ok. on a encore le temps. Euh, Ma première question concerne le modèle, la modélisation numérique. C'était comment les conditions limites ainsi que euh, la sollicitation sismique, comment cette sollicitation sismique est imposée dans le modèle. D'accord. En fait, pour le signal sismique, on a appliqué le signal sismique à la base du modèle euh, dans la direction perpendiculaire à la face du mur. D'accord? Parce que c'est la direction la plus défavorable pour le mur de soutenement, pour ce mur. Et pour les conditions limites, donc en fait, le nœud en bas du système, à la base du système, mur remblai, a été fixé selon la direction Z. Alors, on a appliqué un champ libre au fond du remblai pour absorber les ondes du signal et pour éviter les réflexions des ondes vers le remblai. Et on a fixé le premier lit des pierres du mur et aussi pour les conditions limites sur les faces horizontales, transversales du mur du remblai. Donc, ces faces ont été fixées selon la direction Y. Ok. Merci pour la réponse. Sinon, j'ai une autre question sur la méthodologie où tu avais parlé de l'accélération maximale acceptable dans Oui, l'analyse dynamique. Comment on définit acceptable? d'accord. En fait, l'accélération maximale acceptable, c'est l'accélération maximale que le mur peut supporter dans un calcul ou lors de calculs dynamiques vrais. Oui, D'accord? Donc, c'est-à-dire, on applique le signal sismique à la base du système mur remblai. Et donc, c'est l'accélération. euh, donc, au-delà de cette accélération, la rupture a été atteinte. d'accord, c'est une divergence numérique de calcul. Oui, Ok, tout à fait. ok. Sinon, vous avez confronté les calculs, enfin les coefficients de comportement R avec ce qui est proposé par Eurocode. Est-ce que vous avez comparé le spectre de réponse, enfin, des signaux sismiques que vous avez utilisés avec le spectre de réponse dans le dans la norme? C'est
Donc, plutôt c'est-à-dire cohérent. pour les propriétés des signaux sismiques utilisés dans notre étude. Oui, c'est similaire à ce qui est utilisé comme le spectre de conception proposé dans Eurocode. Oui, tout à fait. Donc, on a fait une comparaison entre ces signaux. Et pour nous, donc, notre recherche, généralement, vise à proposer un quotient de comportement qui est compatible avec les séismes enregistrés en France. Donc, Ok, pour nous, c'était vraiment de proposer ou d'utiliser des signaux qui sont cohérents et compatibles avec les enregistrements en France. ok. Et dans la pratique, merci pour la réponse. Et dans la pratique, quand on fait un dimensionnement, on considère aussi une accélération verticale. Est-ce que cela est considéré dans les études? En fait, dans notre étude, donc il n'y a pas d'intérêt pour prendre en compte cet aspect-là. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, le but de notre étude, c'était proposer un coefficient de comportement, ce qui est un ratio entre l'accélération dynamique et l'accélération pseudostatique. Et lors de calculs pseudostatiques, donc il n'y a pas cette accélération verticale. Donc c'est pour ça on n'a pas pris en compte l'accélération verticale lors des calculs dynamiques. Donc pour être cohérente entre l'analyse pseudostatique et l'analyse dynamique. Ok, merci pour votre réponse. Et à vous. Merci beaucoup pour la présentation très Et à intéressante vous. et pour les réponses aux questions. Et du coup, on passe à la dernière présentation de la journée avec Pincheng Su. Vous avez la main. Oui, on voit votre écran. Vous pouvez commencer. Par contre, le son, on Ouais, n'entend il me pas. semble qu'il y a un problème de son. Pinchon, on vous entend pas. Ton micro est ouvert, mais Pinchon, on vous entend pas. Non, on vous entend pas du tout. Ça pourrait être dû aux paramètres, non? Sur Euh, Teams. Peut-être qu'il n'a pas accepté. son micro est ouvert, en fait.
si je regarde son statut de... Ouais, son micro est activé, si tu vois de notre côté. Du coup, peut-être que tu pourrais te déconnecter et te reconnecter? Parce que des fois, ouais. Bonjour Pinjun, vous pouvez retester votre micro. De mon côté, non. Non, on vous entend pas. Bonjour, Péchan. J'ai une proposition. Vous Oui, oui, pouvez vous pouvez vous connecter par un smartphone ou une autre machine et l'utiliser comme un microphone. ouais. Pinjun, est-ce que vous pouvez vous connecter avec votre portable pour juste parler, après partager votre écran avec le PC? Merci pour le conseil, Cyrine. Je vous en prie. Désolé, il y a un petit souci technique, ça peut arriver. Oui, on a fait un enregistrement vidéo. Ça sera diffusé en interne par AFPS. Oui, ou si vous voulez regarder après, oui, on a cette possibilité.
Oui, Caroline, vous n'avez pas accès à ce lien, oui, je pense que vous pouvez envoyer un message à, au responsable du groupe de travail euh, pour, euh, pour vous donner l'accès. Du coup, tu as pu te connecter sur un autre, sur ton portable, Pinchin? Ou pas? Pour la partie son. Bonjour, bonjour. Ah, on vous entend là. On On vous vous entend, entend, mais ouais, par mais il y contre, a il y a l'écho. l'écho. Ouais. Il faudra Et c'est enlever bon? Oui, c'est le bon micro. maintenant. Ouais, c'est bon. Très bien. Merci. Bah, vous pouvez partager votre écran. Il y a encore de l'écho. Encore de l'écho, ouais, c'est bizarre. Pour contacter les responsables du groupe de travail, vous pouvez euh, utiliser ce lien. Après, cliquez contacter les animateurs. Donc, le groupe de travail 31, il se trouve sur le menu groupe en démarrage. Voilà. Oui, Pinchon, on voit votre écran partagé, donc vous pouvez commencer. Ok, je vais commencer. Oui, Hello everyone. I will present my topic is the monitoring mechanical property changes in copper rubber during thermal oxidative aging using ultrasonic techniques. I'm Pincheng Su. I'm a PhD student in second year and in University of Strasbourg, iCube Laboratory. This presentation will be organized into background and objective theory and experimental method and results, the conclusions and perspectives. We can commonly find the rubber band path and in the isolation system in nuclear power plants and bridges. Due to the exposure outdoor, they will be subject the high temperature and oxidation that will lead to a degradation
for the rubber, and so we need to inspect no destructive testing and in situ. So the objective is assist the feasibility of in situ monitoring of the agent of varying device using ultrasonic method. There are three methods for the ultrasonic technique. The conventional methods are the transmissions, method transmissions, and method water immersions, and the pulse echo. But for this, for these three methods, have a limit for the shear measurement. The shear wave cannot pass for the transmit in the high damping material like the rubber, the conoprene rubber, and for the it's for the shear measurement, cannot use for that. So the only solution is the surface reflection method. The schema is for the SRM method. So that's a technique like the schema. We have the transducer as the emitter, and the receiver have echo for the waveguide. We will receive the echo from at the air interface. Next, we have we put the sample in on the waveguide, and have a mass for a static load. And in the two interface, we have a coupling material into the two surface. So the amplitude of the echo changes when the property of the material change. So we measure the echo. Okay, there are some formulas for our method to measure to calculate the shear complex modulus and the loss factor. To calculate the two values, we need to calculate we measure the U star R, and we calculate the impedance from in the last page, the impedance in the two layer, and we calculate the G star. The G star is composed by the G prime, a G second. Okay, and for the experimental objective, we need to for the experimental, we validate the monitor the change in the mechanical properties of conoprene rubber by SRM techniques. So we have three groups: the temperature groups, the three test group, and the reference group is 80, 90, and 100 degree in with aging time 1 day to 46, and for the 100 degree without the 46. We have two sample for the two tests. Is the cube for the SRM, and the tensile test, the dumbbell shape. And we have a climate chamber for storage the symbols, and the heating chamber for aging. This is the setup of the tensile test. We have the symbol in there, and the extensometer. We have a supporting system by
in homemade, and we put it in the chamber, climate chamber, to ensure the 20°. And we have this is the curve of strength, stress strength curve for the 5 cycles. The first cycle in orange, and the last the others in blue. We have four samples to ensure the repeatability of the measurement, and we calculate the Young's modulus and the energy dissipate rate. The method to calculate the two values is by we choose the part of the linear elastic stage at the middle of the curve, and the energy dissipated rate we calculate by the dissipated energy in the curve, the surface in the curve, and the ground surface in the when loading when the loading stage. And have this picture is this photo is corresponds the chamber. We can lose the structure, the experimental system, the transducer, and the PMMA, and the couplant, sample, and mass, and we put all in the climate chamber. We have a center system. For the waveguide, we chose the PMMA as a waveguide because of the good acoustic impedance ratio with rubber, and the low attenuation, expensive. And with Coupland, we chose the honey and commercial gel, shear wave gel, and to eliminate the effect. And we also control the initial thickness for the couplant, and we measure at 2 megahertz and 20°, and we test 3 samples to ensure the repeatability. And we calculate the complex shear modulus and the loss factor in the way we okay. And for the results, we can look the tensile test. The results of tensile test, we can look for the figure, the Young's modulus, as a function of the aging time, and we can look the evolutions is increase of the Young's modulus at the 3 temperatures. For the energy dissipate rate, we can observe the increase, but expect for the last point at the 28th day in 100° is a decrease. For the SRM technique, we can look the shear modulus, the G prime in the 3 groups as a function of the aging time. We can also observe the 3 temperatures is increasement of the storage shear modulus. And for the tangent delta, the loss factor, we can observe in the start of the aging have a slight increase, but after the 11 days, we have a decrease. So the tensile, we have
monotonic relationship between the Young's modulus in quasi-static tensor test and with the shell modulus G prime. We have we find this relationship monotonic, but for the shell modulus for the tangent delta and the dissipate rate, we don't find the relationship. For the conclusion, we investigate the change of the mechanical properties in the chloroprene rubber under thermal oxidation. We find some evolution of the increasement of the Young's modulus and the shell modulus in three temperatures, and we find some increasements of the decrease of increased this energy dissipate, steadily increase in the beginning of the aging, and after the 11 days have a decrease. The monotonic relationship between the two modulus. So we can validate the feasibility of the aging measurement using our SRM method technique. So for the perspective, we will develop a system for the in situ measurement. Okay, thank you so much. Any questions? Thank you, Pingcheng, for your presentation and for all the work done. Yeah, so maybe I can start by asking some questions. First of all, I wanted to know, like, since this method was based on, like, you used the frequency of about 2 megahertz, while in the real field, like isolation bearings typically operate at frequencies that are lower. How can this high frequency ultrasonic response be considered representative of the low frequency mechanical properties governing the in-service performance of the bearings? Like, because like the choice of the frequency that you used, is it representative of the real field? Because for the high frequency in ultrasonic is more sensible to measure the property of the mechanical property, like the little change. For example, it's very sensible for the measure. For example, little the aging. 1 day, 2 days, the classical measurement like dynamic test is not visible to measure, and for the results we can find it's clearly change when the aging is not the during not long, but for the ultrasonic method in high frequency we can observe the evolutions. For is the secondary is measured in surface. Some mechanical test is so is this second part? It's okay. So for you, the frequency that is used is representative of what happens in the field, right? The frequency that was used
when conducting the measurement is representative of what happens in the field. Okay, so I have another question is regarding the implementation of this technique in the real field. Would it be possible to use it without removing bridges from service? Like, can it be used while the bridges are used, like with the traffic and so on it? Or do we need to use it while the traffic is stopped for some time? In the real Sorry for the field, question. the application of this technique in the real field. If you were to use it to detect damage in a bridge, for example, while in this bridge we have a traffic that is happening, do we need to remove the traffic, use the technique, and then reuse have the traffic back, or could it be used while the traffic is ongoing? For the real conditions, we will try to like a system. We will develop a system for the real like the bridge, like the nuclear power plant, for measure in situ. Just for that, for a system to build a system to measure. Just control the temperatures, and we put the captors, put the transducer on the surface of the rubber bearing plate. Is enough. Yeah, but we cannot control the temperature in the real field. So we will build a system like the room chambers. Just isolate the temperature outdoor to control the temperature enter the just a little zone to control the temperature. We don't need for the measurement, just it's enough to measurement. Okay. And would the steel reinforcement plates inside the bearings affect the measurements? The question is, would the steel reinforcement plates that you have in this kind of like bearings, you have some steel reinforcements. Some steel, okay. Because this method is reflection method is for the surface, the referencement for the steel is not it's okay for the measurement. The shear wave cannot pass for the steel. So it's good for it's not bother the measurement. Okay. Yes. Okay. All right. So thank you very much. I don't know if there are other questions. Thank you very much for the presentation, and good luck with your thesis. You said you're in second year, right? Yes. Okay. So good luck with your last year. Okay, thank you. Thank you very much. Thank you, Pinchen. Yes. Oh, there's maybe a question. Let me see. Lors des inspections des viaducs et les déplacements et état des joints néoprène sont mesurés sur place. Vous travaillez donc sur un lien entre un état visuel et des paramètres mécaniques. So the question is in French, but I can translate it. It's regarding the inspection. Français, okay.
Do you understand it? Oui, c'est laquelle? C'est laquelle? Oh, it's the last one. Last. C'est. Ouais. It's regarding the application, the institute application of the technique. Would it like the question is there a link between visual aspects and the mechanical aspects? But I think it's more like measurements that are done using the technique. It's not visual. It's measurement in the modules, not visual. We are not for the visual. We for the modules we do make for the visual. We not touch that part. Okay. All right. So thank you very much. Okay. Merci. Didier has a question also, maybe? Yes. Or No, the point that I could not follow the presentation, I had to go for another meeting, so I am just reconnecting now. So I will try to have a look after the topic of seismic isolation. In ITER, we have some seismic isolator, also with elastomeric bearings. So it's a very interesting topic, but I do not have a specific question. What I maybe wanted to say, but maybe all this presentation, if the group Jeune has an interest to make, let's say, the technical content a bit more available, you have still the possibility maybe to propose to have a cahier technique with more detail, like a paper, to explain what has been done during all this study. Je ne sais pas si je vais peut-être reprendre en français. Ce que je voulais dire, c'est que le groupe Jeune, vous avez toujours cette possibilité à un moment donné d'utiliser les publications HPS, donc en particulier les cahiers techniques, éventuellement, et éventuellement de proposer une série d'articles, par exemple, qui soient publiés par la FPS et qui soient mis à disposition sur le site internet. Voilà. Évidemment, c'est après passage en CST et c'est le conseil qui autorise ou pas la publication. Mais n'oubliez pas qu'il existe ce genre de possibilités pour rendre plus visible le travail des membres des groupes de travail et du groupe Jeune. Voilà. Du coup, ce serait en fait pour que les présentateurs puissent en fait proposer des articles un peu plus étendus que leur abstract sur leur travail et les principaux résultats qu'ils ont obtenus, c'est ça? Mais par exemple, oui, c'est-à-dire que dans les cahiers techniques que la FPS a, donc c'est des travaux de groupe de travail en général, ce sont des recommandations, des guides, etc. Ce sont aussi les travaux faits pendant les rapports de mission. Donc là, vous avez un groupe de personnes qui travaillent, et ensuite qui écrit un rapport, qui fait une restitution. Voilà. Donc j'en parle parce que moi j'avais connu la FPS, je suis parti en Turquie sur le séisme de Dinar, donc c'était en 1996, le séisme a eu lieu en 95, et si vous regardez dans les rapports de mission, il y a cette mission un peu spéciale, où moi j'étais resté 2 mois en Turquie, et il y a quelque chose qui a été publié. Voilà. Mais dont le contenu technique, je pense, était beaucoup moins bon que tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, on peut très bien imaginer que, parce que ça a déjà été évoqué plusieurs fois, après plusieurs présentations, l'idée d'avoir des articles et des publications. Donc, peut-être que avoir des articles un peu étendus
et d'en faire un cahier technique. Alors, vous avez aussi la possibilité, évidemment, de publier au colloque l'année prochaine, en 2027. C'est une façon de publier tous les travaux, quoi, et d'avoir un petit comité de relecture et de mettre à disposition de toute la communauté du génie parasismique vos travaux, quoi. Voilà. Bien, ben, merci pour la proposition. On va en rediscuter au niveau du bureau et puis on recontactera si cela est possible, ben, les intervenants s'ils le souhaitent pour qu'ils puissent proposer des résumés un peu plus étendus sous forme d'articles. Voilà. Et surtout, n'oubliez pas qu'associé au colloque, vous avez les prix FPS et les prix jeunes. Donc surtout, n'hésitez pas à postuler. Hein. Plus il y a de candidats, mieux c'est. Et dans tous les cas, ça fait connaître en tout cas les travaux que chacun fait. Et je pense que les présentations que j'ai pu voir aujourd'hui étaient de très haute qualité. Voilà. Merci à tout le monde. Merci Merci Didier. Didier. Donc, nous touchons à la fin du webinaire. Donc, je tiens à prendre un instant pour remercier et clôturer la session. Merci à nos présentateurs, merci à vous les participants pour votre présence. Merci également à l'équipe de la FPS Groupe Jeune pour l'organisation. Je souhaiterais également adresser un remerciement au président de la FPS, Didier, pour votre présence, ainsi qu'aux membres du conseil de la FPS pour leur soutien pour cette organisation. Euh, donc, Merci à vous. À très bientôt. merci Merci Didier. à tous. Merci. Merci à À vous tous, bientôt. en tout cas. Merci à vous. Bonne fin de journée. Merci. Bonne fin de journée. À Au revoir. bientôt. Merci et bonne journée. Au revoir. Au revoir.